C'est l'heure du premier bilan pour Manchester City, les amis. Après ces premières semaines de compétition, quels sont les winners et les losers de Pep Guardiola? Deuxième grande question aujourd'hui, je vous en ai parlé hier. Newcastle a changé de pavillon, richissime aujourd'hui. Quel sera le nom du prochain entraîneur? On a un élément de réponse aujourd'hui, vendredi 8 octobre. Salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez. Et soyez les bienvenus comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau pour ce point média. C'est l'épisode 172 sur YouTube. Mais on va commencer par l'équipe de France. Bien évidemment parce qu'hier on a vécu une soirée sensationnelle avec un mot fort, le seum, bien évidemment, qui était à la une de toute la presse en France comme en Belgique. La deuxième demi-finale de la Nations League, le Final Four en Italie, vous le savez, pour savoir qui retrouvera l'Espagne en finale dimanche, eh bien ce sera l'équipe de France après un match fantastique, un match épique à la une de l'équipe et à la une du côté de la Belgique avec Bruxelles. Et donc ce goût de seum qui résonne absolument partout, la détresse des Belges qui pensaient bien avoir vaincu la malédiction. Regardez ça, à la une de la Meuse, ou encore celle-ci là, celle-là fait encore plus mal parce qu'on a en tête la défaite en demi-finale de Coupe du Monde il y a 3 ans. Et on pensait avoir réussi le coup là, mais c'est encore raté. C'est à la une du soir, vous le voyez, avec Romelu Lukaku, que c'est cruel pour la formation de Roberto Martinez. En France, regardez, parce qu'on a eu deux mi-temps. Une première en faveur des Belges, 45 minutes, 2-0 pour la formation belge, et la deuxième en faveur des Français, 3-2 au finish, avec cette joie et notamment le but de la victoire de la Théo Hernandez, du supplice au délice. Et ce scénario-là, jusqu'au bout du bout, très intéressant avec ce final de fou. Et donc, ces demi-temps, là, on est version belge, deux visages et des doutes renforcés. Là, on était dans la joie, bien évidemment, de la première période, avec des buts inscrits par Carrasco, magnifique d'ailleurs. Puis, Romelu Lukaku, 45 minutes. La Belgique pense avoir fait le plus dur, mais au retour des vestiaires, ça va pas bien se passer. Et voici la photo finish avec la détresse de cette formation belge. Je le disais, Carrasco, qui avait ouvert la marque, très intéressant pour l'ancien monégasque, aussi beau qu'inutile, il inscrivait là son 7e but, il a été bon dans ce match Carrasco, mais largement insuffisant pour venir empêcher cette vague bleue en deuxième période. Les Diables n'ont pas exorcisé leur vieux démon français, c'était dans les colonnes du soir ce matin. Ce terme d'exorcisme, vous le voyez un petit peu partout, également ici, vous voyez, avec ce même titre, Eden Hazard, qui est genou à terre, et pourtant il était bon. Il a été bon, je peux vous l'assurer, Eden Hazard. Il a été l'un des grands artisans de la première période réussie, tout comme des Kevin De Bruyne. Le plan initial de Roberto Martinez était bon, notamment avec ces deux hommes qui sont venus troubler entre les lignes Pogba et Rabiot, mais ensuite Martinez a sans doute tardé à changer un homme qui n'était pas dans ce match, c'est Youri Tielemans, l'ancien monégasque. On va revenir sur ces notes parce que les champions du monde ont fait face et ont été de retour dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. C'est ce retour épique et fantastique qu'on met vraiment en avant du côté de la presse française avec ces notes, et sur lesquels on va s'arrêter un petit peu. C'est les notes belges, pour voir comment nos confrères belges ont jugé ce match, vous le voyez. Alors pourquoi je disais que Roberto Martinez s'était sans doute un poil trompé? Parce qu'à la pause, il y a 2-0. Youri Tielemans n'a pas vraiment été dans ce match aux côtés de Axel Witsel. On pouvait d'ailleurs attendre De Bruyne soit en position offensive, comme il a été à l'origine dans cette ligne de 3 devant, soit aux côtés de Witsel. Dans l'entrejeu, c'était peut-être l'option préférable. C'est facile à dire après, bien entendu, mais Youri Tielemans n'était pas dedans dans cette rencontre. Il aurait fallu le changer plus tôt. C'est lui d'ailleurs qui cause le penalty sur Antoine Griezmann, transformé ensuite par Kylian Mbappé. Il est là, Tielemans, il prend donc la moins bonne note de ce match côté belge avec un 4/10, tout comme Alderweireld qui prend un 4.5 puisque c'est lui à l'ultime seconde qui aurait pu dégager ce ballon qui in fine arrive dans les pieds de Théo Hernandez pour inscrire ce but. Les deux plus mauvais belges selon la presse belge, vous le voyez. À la loupe également nos Français selon nos confrères, l'homme du match, selon eux, il est là, c'est Kylian Mbappé qui prend un 8/10 avec ce titre. Il a fait preuve de sang-froid. Karim Benzema a pris un 6, on va revenir dans un instant sur ce duo. Paul Pogba a pris une très bonne note avec un 7, il frappe la barre. Et également, juste avant le 3-2 français. Je vous rappelle que dans ce scénario épique, Lukaku venait de marquer un but refusé par l'Avare pour un hors-jeu de quelques centimètres au bout du pied, mais le but est annulé. Paul Pogba touche ensuite la barre et
puis Théo Hernandez marque ce but de la victoire. D'ailleurs, regardez la presse italienne, logiquement pour le Milanais, il est mis en avant, Théo, le roi de France, dans les colonnes de la Gazzetta dello Sport. Et puis, je vous le disais, ce duo qui serait né, selon nos confrères de l'équipe, né en Italie, vous le voyez, puisqu'on disputait ce match à Turin, l'association Karim Benzema, Kylian Mbappé, qui a fonctionné parfaitement. Cette association est née, voilà qui va satisfaire Didier Deschamps. Il y a eu beaucoup de détracteurs, vous le savez, également sur le retour de Karim Benzema. Il est de retour, il est associé, ça a fonctionné et l'équipe de France a marqué et gagné. Voilà, les résultats sont là en faveur de ce duo et donc du choix de Didier Deschamps. Dans toutes les bouches ce matin, logiquement, Kylian Mbappé également avec en tête le marché des transferts et le Real Madrid. Ça, c'est dans les colonnes de Marca, vous le voyez. On parle de la page Real Madrid et on parle de nouveau de Kylian Mbappé. On nous fait état de toutes les déclarations depuis plusieurs mois, sorties avec les Neymar, le président de la République, monsieur Emmanuel Macron, les Sergio Ramos, les Kroos, Ancelotti, Benzema, Zidane, Florentino Pérez, Leonardo, le président El Khelaifi, la maman de Kylian Mbappé dont on a parlé hier, Faiza Lamari, Varane, Fernando Alonso, Anelka, toutes ces déclarations qui font aujourd'hui que le flou règne toujours quant à l'avenir de Kylian Mbappé, Paris Saint-Germain ou Real Madrid. Ce sera la suite du feuilleton, bien évidemment. Je voulais terminer cette page France-Belgique avec la presse française parce que maintenant on va se projeter sur la finale. Ça sera face à l'équipe espagnole dimanche du côté de San Siro avec ce match très attendu et vous le voyez, maintenant il va falloir faire face aux champions du monde après avoir éliminé les champions d'Europe, l'Italie. Maintenant ce sont les champions du monde et que cette France fait peur. Mettez miedo, dimanche on va se régaler, grande finale entre l'équipe de France et l'Espagne. Question les amis que je vous ai posée en sommaire, quels sont les winners et les losers de Pep Guardiola? Réponse maintenant. On tourne la page. Et elles sont là. Voici les unes de la presse en Angleterre durant ces dernières 48 heures là. Très intéressant pour faire un premier bilan du travail de Pep avec son groupe. Et donc ses winners et ses losers. Pep Guardiola, il compte sur tout son groupe, bien évidemment. Mais là, il avait une succession de matchs très lourds, très gros, très importants. Et il a pu faire le distinguo entre les talents actuels, les forces actuelles pour dessiner son 11 strongest. Le 11 le plus fort, on avait Liverpool, on avait le Paris Saint-Germain, on avait Chelsea comme adversaire et des hommes se sont détachés. Alors lesquels et qui? Deux colonnes, les plus avec un visage, Bernardo Silva, et les moins avec Sterling, dont on va reparler. Win some, lose some. Certains se sont imposés, d'autres ont perdu. Alors, dans les plus, Bernardo Silva, très intéressant parce qu'il était appelé à partir. Vous le savez, il était dans l'ouverture de la fenêtre des transferts lors de l'été dernier. Finalement, il est resté. Aucun club n'est venu le chercher. Et petit à petit, il s'est imposé de nouveau dans le 11 de départ. Il est titulaire aujourd'hui dans les plans de Pep Guardiola. Aymeric Laporte, le Français, aujourd'hui qui a choisi, vous le savez, la nationalité sportive espagnole, associé à Ruben Dias. Ça marche tellement qu'il a poussé Stones sur le banc. Stones qui avait été blessé, bien évidemment, mais Aymeric Laporte a su en profiter. Aymeric Laporte dans les plus également. Jack Grealish, le plus gros transfert que l'on attendait également du côté de Manchester City. Oui, il s'est imposé dans le 11 de départ. Kyle Walker également, 31 ans. Ça, c'est intéressant pour lui parce qu'on discutait des postes avec Cancelo et finalement, on arrive à les associer. On fait des mélanges et des changements de position. On n'attendait pas forcément Kyle Walker dans ce 11. Oui, il est en train de montrer à Pep Guardiola qu'il peut compter sur lui. Et puis pour moi, la grosse surprise, et je corrobore les propos de nos confrères anglais, c'est Gabriel Jesus. C'est la bonne surprise. Il n'était pas attendu comme le successeur au poste du départ, vous le savez, de Kun Agüero. Et pourtant, il est en train de s'imposer pour avoir cette place devant du côté de Pep Guardiola. C'est la bonne surprise. Les losers. Alors les losers, ils sont là, avec notamment Raheem Sterling. Il marche avec l'équipe d'Angleterre, mais il ne marche plus, ou plus au mieux, avec la formation de Manchester City. Et du coup, depuis quelques semaines, il est en train de sortir de ce 11 de départ. Ça, c'est le gros dossier parce que vous le savez, je vous en ai parlé depuis un petit moment, le Barça serait intéressé pour le faire venir en prêt lors de l'hiver prochain, en forme de prêt, je vous le rappelle. Il est la figure de proue de ces losers dans ces premières semaines de compétition pour Pep Guardiola. Le deuxième, c'est John Stones. Je vous en ai parlé avec la défense centrale, maintenant emmenée par Dias et Laporte. De nombreuses blessures. C'est un peu malheureux pour lui, mais il fait partie de cette liste des losers. Et puis le troisième nom,
Ça va pas forcément plaire à tout le monde parce qu'il a ses supporters et notamment, je pense à toute la communauté algérienne que l'on salue bien entendu, c'est Riyad Mahrez. Parce que Pep en veut plus. Pep attend beaucoup de Riyad Mahrez. Il était annoncé comme l'une des pierres angulaires de ce système de Manchester City et il n'est pas forcément encore à avoir proposé tous les points possibles à Pep Guardiola. Nos confrères anglais estiment aujourd'hui qu'il est dans la colonne des moins. Il doit apporter beaucoup plus dans ses plus et ses moins de Pep Guardiola. Voilà pour ce premier bilan. On le rappelle, Manchester City engagé dans la Ligue des Champions avec le Paris Saint-Germain. Je vous parlais de Sterling au Barça. Je vous emmène du coup au Barça tout de suite pour vous dire quoi? Que si on laisse de côté la crise financière, je vous l'ai dit, pour pouvoir aller de l'avant, le Barça s'assoit sur la jeunesse. La jeunesse, avec plusieurs noms. Ici, regardez tous ces jeunes qu'on va essayer de blinder au niveau des contrats, avec les Peña, Mingueza, Araujo, Nico, Eric Garcia, Tenas, Gavi, Pedri, Riqui Puig, Ansu Fati, Demir, Balde ou encore Collado. La figure de pro actuelle, bien évidemment, c'est lui, là, le jeune international espagnol Gavi, qui est vraiment la pierre angulaire de ce système, vous l'aurez compris. Lui, l'homme du nouveau record. C'est le phénomène Gavi, 17 ans et 62 jours, nouveau record de précocité sous le maillot de l'équipe espagnole devant Ansu Fati. Tiens, un autre Catalan, il est aujourd'hui le cœur du nouveau cercle vertueux du président Laporta. Vous l'aurez compris, il est l'homme de la 3e explosion dans les colonnes de Sport. 3 années consécutives, un talent qui émerge. Ansu Fati, Pedri et cette année, le jeune Gavi. C'est là-dessus impérativement que le Barça doit s'appuyer pour les prochaines saisons. Il faut d'ailleurs relever le travail tout de même de Ronald Koeman qui a été visé depuis plusieurs semaines. Pour autant, il a été l'un des artisans aussi de la réussite de cette jeunesse. Il a sorti des noms, la promotion Koeman comme on l'appelle, avec la promotion des joueurs comme Pedri et donc le dernier en date, Gavi bien évidemment. Il n'est pas étranger également à la réussite de Araujo, le défenseur central uruguayen sur lequel il compte impérativement. Je pense à Clément Lenglet et notamment à Samuel Umtiti. La promotion Koeman. Si je revenais sur la guéguerre entre Laporta et l'ex-président Bartomeu, vous le savez qu'on faisait un bilan financier catastrophique de l'ère Bartomeu et on fait un petit bilan sportif sur la réussite du mercato. Tous les joueurs arrivés au Barça sous sa présidence, des 10 transferts les plus chers de Bartomeu, pour le quotidien Marca, un seul sort du lot, c'est De Jong qui réussit à honorer le pari lancé par la présidence de Bartomeu. Bilan Barça aujourd'hui, voilà qui est fait. Troisième question aujourd'hui. Je vous l'ai annoncé, Newcastle change de pavillon. Quel sera le prochain entraîneur de Newcastle ou quel serait le prochain entraîneur de Newcastle? La réponse est là. L'élément de réponse est ici. Je vous le propose. Le bilan d'abord. Je vous l'ai annoncé hier. Résonance des gros titres d'hier. Je vous avais montré ça dans la revue de presse. On change donc de pavillon du côté de Newcastle. C'est un dossier qui traînait de longue date, bien évidemment, avec cette femme-là qu'on connaît peu, la femme de l'ombre. C'est Amanda Staveley. C'est un agent. Elle sert, elle facilite, elle cultive pas mal de lobbies. C'est une sorte de link, vous le voyez, entre les acheteurs et les vendeurs. C'est une businesswoman très importante dans le monde du football en Angleterre. Elle était là pour le rachat donc de Newcastle qui change de pavillon. On quitte le pavillon anglais et donc on répond au fonds d'Arabie Saoudite. Vous le voyez, ça va devenir l'un des clubs les plus riches de la planète. On va y revenir. Et un homme qui s'interroge logiquement. Tu n'es plus dans les plans, toi. C'est Steve Bruce qui n'est plus dans les plans de Newcastle. Quel serait le nom de l'entraîneur? Il est là, les amis. Il est là. Ce serait Antonio Conte, selon nos confrères de la Gazzetta dello Sport, qui pourrait répondre à l'appel, vous le voyez, de l'Arabie Saoudite. Le prince veut Conte. Est-ce qu'il sera le prochain entraîneur de Newcastle? Donnez-moi votre avis d'ailleurs. Est-ce que vous pensez que c'est le bon choix pour Newcastle, qui est donc, vous le voyez, le club détenu par la puissance la plus forte économiquement? On parle de 320 billions de livres. 320 billions de livres. Juste en dessous, c'est Cheikh Mansour avec Manchester City. On est loin, hein. On est à 23 billions. 320 billions. Ça n'a plus rien à voir. Voici les 10 plus grosses fortunes avec les plus gros clubs. Salzbourg, la famille Agnelli ici à la 4e position. Roman Abramovich avec Chelsea à la 5e. Nasser El Khelaifi représentant la force qatari. Paris Saint-Germain à la 8e position. Et puis on parle des forces chinoises également et notamment du côté de l'Inter Milan. Vous l'aurez compris, l'ami Conte pourrait bien être le prochain entraîneur de Newcastle. On file avec les autres actualités club. Regardez, en parlant d'entraîneur,
entraîneurs. Je voulais saluer un gars que j'aime beaucoup, moi, David Bettoni. Vous le savez, le fidèle numéro 2 de Zinedine Zidane. Ça y est, il veut se lancer. Il veut être un numéro 1. Premier entretien en Espagne, c'était dans les colonnes de As, dans ce jardin du Retiro madrilène. C'est son jardin préféré d'ailleurs, du côté de Madrid. Il le dit, avec plusieurs petits verbatims très intéressants. Zidane, c'est plus de 30 ans d'amitié, c'est comme un frère. Pour lui, bien évidemment, il parle du management de Zizou en 2016, qui sait parfaitement gérer les stars. Il parle maintenant de cette aventure, qu'il veut se lancer seul, il se sent prêt mentalement pour ce grand défi, David Bettoni. C'est très intéressant. On lui souhaite le meilleur, bien évidemment, dans cette nouvelle aventure, à moins qu'un de ces quatre, il retourne avec le père Zinedine Zidane. L'ami Dybala, c'est la suite du dossier. Dybala 2026, à la une de la Gazzetta dello Sport, je vous en ai parlé. Une prolongation de contrat, on serait sur 5 ans, avec un passage de salaire à 10 millions d'euros, bonus inclus. Il est actuellement à 7,3, il est parti à 3 millions en 2015, 7,3 en 2017, 10 millions d'euros très certainement pour la prolongation de Dybala, qui est une force sur le terrain et en dehors. On compte sur lui pour le marketing, les forces sur les réseaux sociaux et compagnie, mais Allegri veut le voir que peut-être à un nouveau poste. Ça m'intéresse parce que regardez, c'est un petit schéma tactique qu'on vous propose ici. Voici les différents postes qu'a épousé Dybala depuis son arrivée à la Juve. C'était au début d'ailleurs de l'ère 1 de Max Allegri 2015-2016. Il était associé dans ce schéma en 3-5-2 aux côtés de Mandzukic. Puis à l'arrivée de Cristiano Ronaldo 2018-2019, on est passé en 4-3-3. Ici, Dybala était plutôt sur le côté droit avec Mandzukic et Ronaldo. Le futur, il serait là dans une vraie position de numéro 10. Vraie position de numéro 10. Derrière quel attaquant? C'est une interrogation. Chiesa, qui est devenu une sorte de faux neuf, ou Morata, entre guillemets. Voilà l'avenir de Dybala, peut-être dans les plans de l'ami Max Allegri. En parlant de buteur et de force offensive, Dzeko, lui, total Dzeko, vous le voyez, grosse réussite. Du côté de l'Inter, il a fait oublier Romelu Lukaku dans la tête de bon nombre de supporters. En tout cas, on nous avance que les chiffres, à date, sur les temps de passage, sont meilleurs que Romelu Lukaku, voilà, avec une moyenne de but de 1,04 contre 0,75 pour Romelu Lukaku. Dzeko est en train de réussir son pari du côté de l'Inter Milan à la chasse au Scudetto, vous le savez, derrière le Napoli ou encore l'AC Milan. Un autre numéro 9 en Italie qui fait parler, c'est lui, Vlahovic de la Fiorentina. Il est sur les tablettes de bon nombre de clubs et notamment en Première Ligue. Un nouveau club entre dans la danse. C'est l'Atlético Madrid, les amis. El Cholo Simeone serait intéressé par Vlahovic. C'est un coup de billard à 3 bandes, vous le voyez, parce que dans l'équation, il y aurait Morata, qui est actuellement prêté du côté de la Juventus de Turin. L'Atlético ne veut pas le voir revenir. Il souhaite le vendre au terme de la saison 2022. L'option d'achat est à 35 millions d'euros. On a besoin de cette somme pour aller chercher Vlahovic. Question, quel sera l'avenir de Vlahovic? Affaire à suivre de nombreux clubs donc sur les tablettes. Et puis en parlant de l'Atlético Madrid, je vais terminer cette revue de presse avec cette photo parce que je l'adore et pour revenir à la victoire de nos Français parce que c'était beau. Ça, c'était beau de voir les deux frangins ensemble formés à l'Atlético Madrid et qui hier ont porté la victoire de l'équipe de France avec ce but à l'ultime seconde de monsieur Théo Hernandez. Bravo à Didier Deschamps d'avoir su associer les deux frangins et bravo au bleu. Voilà pour ce point, les amis. Merci une nouvelle fois de votre fidélité. On se suit via le hashtag Ruiz Club sur l'ensemble des réseaux sociaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne sur YouTube. Elle est gratuite. On se tient au courant, les amis. Et en attendant, comme d'habitude, n'oubliez pas, profitez des vôtres.